Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Beshalach. Et ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, aujourd'hui, pas comme notre habitude, on va étudier le Midrash directement dans le texte et essayer de comprendre quelles sont les questions que le Midrash soulève et comment il y répond. Alors nous lisons tout de suite le Midrash. Tous les Midrashim que nous allons étudier aujourd'hui, ils traitent des deux premiers mots de la paracha, à savoir Vahi Beshalach Paro et Ta'am. Donc quand Paro a renvoyé le peuple juif, Velo Nacham Elohim De'er Eretz Pelishtim, et voici qu'Akadosh Baruch Hu ne leur a pas fait prendre le chemin de Pelishtim, qui karohu, parce qu'il était proche, qui amar Elohim Pelinachema Berotam Bichama Beshaou Mitzrayima, de peur que le peuple voit les affres de la guerre et qu'il fasse volte-face. D'accord? Alors c'est pour ça que Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les deux premiers mots, Vahi Beshalach Paro. Et voici que Paro a renvoyé le peuple juif. Nous lisons ensemble le Midrash Shmot Rabbah Parasha Kaf Hot Dalet, donc le premier Midrash que vous avez dans la feuille de référence. Davar Acher. Vahi Beshalach Paro. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Dieu a dit à Paro, Ani katafti batorah shalach teshalach etaim. Moi j'ai dit dans la Torah qu'il faut renvoyer la mère. Ve tabanim tikachlach. Et tu prendras les enfants. Ve'ata shalachta et avot. Ou banim esharta layor. Toi t'as renvoyé les parents, mais les enfants, tu les as jetés dans le fleuve, dans le Nil. De la même manière, moi je vais t'envoyer dans la mer, ou me'abedotra et t'anéantir. Shene'emar venir paro vechelo be'amsu, ce qui est marqué dans la Shiratayam, qu'Akadosh Baruch Hu il a anéanti Paro. Ve'kach et bitra, je vais prendre ta fille, vorishla gan Eden, et je vais lui donner le gan Eden. Pourquoi vous me regardez comme ça avec des yeux de merlan-frit? Alors, quelle est la question du Midrash? D'abord, est-ce que vous avez compris de façon générale le sens du Midrash? Qu'est-ce que le Midrash il nous dit? Il nous dit voilà, Akadosh Baruch Hu il a dit dans la Torah, si on voit donc, des œufs sur notre chemin, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire fuir la mer, et seulement après prendre les œufs. Alors, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu il dit à Paro, il dit pourquoi tu n'accomplis pas la Torah? Toi qui es un si bon juif, pourquoi tu n'accomplis pas la Torah? Moi j'ai marqué dans la Torah qu'on renvoie la mer et qu'on prend les œufs. Et toi qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris les enfants. Tu as renvoyé les parents. Mais, où c'est qu'il a renvoyé les parents? Ah, il faut comprendre. A priori, il Beshalach Paro. Donc tu as renvoyé les parents, mais les enfants, tu les as jetés dans le fleuve. C'est pas bien. Alors moi je fais la halakha. Toi, je t'envoie dans le fleuve. J'ai renvoyé les parents. Mais ta fille, je l'ai pris. C'est qui la fille de Paro? Batia. Donc celle qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Elle va avoir droit au Gan Eden. Bon, alors maintenant qu'on a expliqué de façon générale le sens du Midrash, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la question qui préoccupe le Midrash? Avez-vous une idée? Oui. Paro, il n'est pas juif. Alors, tu as une question sur le Midrash, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Paro, pourquoi tu n'accomplis pas la Torah? Très bien, c'est une question sur le Midrash. Mais quelle est la question du Midrash? Pourquoi Dieu a puni Paro? Pourquoi Dieu il a puni Paro. Quelle est la question? Pourquoi il a puni? Pourquoi tu poses cette question? Pourquoi il a puni? Il répond parce que tu n'as pas fait ça, alors moi je te punis, je te fais. D'accord. D'accord, donc la question est pourquoi? Quelle est la question? Tu as raison. Tu as raison qu'il y a une punition. Mais quelle est la question qui a préoccupé le Midrash? Pourquoi il est puni de cette manière-là? Pourquoi il est puni de cette manière-là? C'est une très bonne question, mais qui a rapport avec notre pasouk. N'oubliez pas, la question du Midrash doit être sur quoi? C'est-à-dire que le Midrash il doit expliquer maintenant le pasouk. On a déjà dit plusieurs fois, le Midrash c'est pas un ramassis d'histoire, c'est un commentaire approfondi sur le pasouk. Donc il faut réfléchir, quelle est la question qui se soulève à la lecture du pasouk? Pourquoi la parole est envoyée?
Pourquoi Paro les renvoyer? Pourquoi pas? C'est des rapports. C'est quoi la cabane avec les enfants? Qui les enfants? Les enfants, c'est Bnei Israël, il a tué les premiers-nés. Oui. La France, il a tué les premiers-nés, il les a jetés dans le fleuve, Paro. Et le père, c'est le reste. Et le père, c'est le reste du peuple. C'est à la fin, il a pas censé être sur des oiseaux. C'est une halakha sur les oiseaux, très bien. Ensuite, c'est une question sur le Midrash. Moi, je vous ai posé une autre question. Ma question était, je vous rappelle, d'accord? Quelle est, dans le Passouk, la question qui préoccupe le Midrash? Pourquoi il a renvoyé et il a pas pris? Pourquoi il a renvoyé et il n'a pas pris? Vous savez que c'est marqué qu'il n'a pas pris dans le Passouk. Il a dit qu'il a envoyé le père, il a jeté les enfants. Pour le prendre. Dites-moi une seconde. Quand on commence la paracha, va y la parole. Vous avez le sourire ou vous êtes triste? Ouais, Bon, vous avez le sourire. Ah! A priori donc, C'est bien. il s'est dit quelque chose de joyeux. Pourquoi? On a libéré. C'est la libération du. Voilà, sauf, d'accord? Finalement, Baruch Hashem, Paro il a compris! Ça y est, il a compris! Génial! Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Il les poursuit. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que Paro il poursuive les Bnei Israël pour pouvoir le faire noyer dans la mer Rouge. Et la question qui se pose, Pourquoi pourquoi quoi? Pourquoi tu nous rends sur son cœur alors qu'il envoie le. Voilà! Mais finalement, il a fait tchouva extraordinaire! Paro, un beau matin, il a dit ça y est, j'ai compris. J'ai compris! Voilà, je les renvoie. Alors maintenant, c'est la fête, on est heureux, il les renvoie. Finalement, Kadosh Baruch Hu, il fait non, il faut le terrasser. Il faut le frapper, il faut le fracasser. Et la question qui se pose, c'est Pourquoi? mais pourquoi? Mais pourquoi? Si finalement, va y Béchalar Paro, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est pas, on va dire, pourquoi il est pas content, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui le dérange? Pourquoi l'histoire, elle se termine pas là? Va y Béchalar Paro, et voilà, on arrive à voir Sénat, on a reçu la Torah, on est rentré en Eretz Israël, et ben ça y est, on a terminé l'histoire. Mais non. D'accord. C'était la question du... C'est une bonne question, c'est pas une bonne question? On demandait la même chose. Super question. On demandait- Réponse. On demandait la même chose à chaque fois aussi. À savoir. Ah, pour chaque clé, pourquoi il a renfoncé? Chaque fois, il a renforcé, il s'est rien passé. Mais là, il les a renvoyés pour de vrai. Mais de base, il voulait les renvoyer à chaque fois il renforçait son tir. Mais il était pas, là, il a marqué et après il le. Voilà, là, il a marqué qu'il a fait l'action, il a renvoyé, il a fait tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux de lui maintenant? Laisse-le tranquille. Bon, quelle est la réponse du Midrash? Oui, Il était mauvais en fait. Paro était mauvais. Pourquoi? Parce que même il agissait de mauvaise manière inconsciemment. Pourquoi? Bah, Pourquoi il parce que- agit de mauvaise manière? Parce que c'est naturel de chasser la mer et prendre les œufs plutôt que de chasser les œufs et prendre. Enfin, de tuer les œufs et prendre la mer. C'est pas Il a naturel. pas pris la mer. Il a renvoyé la mer. Mais là, il a pas envoyé la mer. Ah, Mais si, il a renvoyé le peuple juif. mais il a fait les choses dans le mauvais ordre. Pourquoi le mauvais ordre? Il a renvoyé le peuple juif et il a tué des enfants. Non. Ouais, mais justement. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on dit en fait? Pourquoi il a tué les enfants? Pourquoi il a tué les enfants? D'accord. Donc ça veut dire quoi en fait? Là, donc, C'est quoi la réponse à notre question d'abord, de façon générale? Il faut les punir. Hein? C'est pas vraiment voyant. En fait, il les a renvoyés, c'est bien joli, tu fais le beau, mais... Ça fait Tu vois qu'on a oublié l'histoire? Mais dis-moi, il s'est passé des choses avant. Maintenant tu fais le beau, tu dis ça, je vous renvoie, tranquille. Eh oh! Tu nous as tués les Oui, mais ce qu'il fait, c'était pas les premiers nés. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, ne me dis pas maintenant, hein, moi, hein, on va dire que c'est comme ça s'appelle le sein avec l'auréole comme ça, je suis tranquille, j'ai rien fait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il me cherche? On va dire comme ça s'appelle l'innocent. Il te cherche pas pour rien, Kadosh Baruch Hu. Il y a un compte qui n'a pas été réglé. Bon, d'accord. Maintenant, la question évidemment qui devrait se poser, c'est une seconde, mais qu'est-ce que ça veut dire Kadosh Baruch Hu dit, moi j'ai marqué dans la Torah, et Paro, quel rapport avec Paro et la Torah? Oui, Dans tous les cas, c'était écrit qu'on devait aller en esclavage et qu'on devait avoir tous ces esclavages. oui. Mais c'était pas écrit que Paro il devait tuer tous nos premiers-nés, et ça c'est En quelque effet. chose qu'il a rajouté lui. C'est lui-même qui a ajouté, c'est un cri douche de Paro. Du coup, après qu'il ait fait Tchouva, faut quand même le punir sur le fait qu'il ait fauté en plus. Évidemment. Il a rajouté cette chose. Bah, du coup, il renforce encore son corps pour finir une dernière punition sur cette chose. Excellent, c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Tu as raison, ça veut dire que la réponse du Midrash, c'est de nous dire en fait, c'est de nous dire, d'un côté, tu pourrais croire en lisant les psukim que, voilà, Paro il est devenu tzaddik, il fait tchouva, mais réponse est, Non. non, il y a un compte qui n'a pas été
qui n'a pas été fermé. Il y a un compte qui n'a pas été fermé. Lequel compte? Le compte des enfants. D'accord? La question, maintenant on peut se poser une autre question. Mais ce compte des enfants là, a priori, comment c'est marqué dans le Midrash? Akadosh Baruch Hu dit, moi j'ai marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va lui dire Paro? C'est la même chose. La Torah n'a pas encore reçu. D'abord. Et en plus, je te rappelle, je suis pas juif. Bon, alors donc c'est quoi la question maintenant? Mais c'est montrer la différence de caractère entre Paro et le peuple juif. Je veux bien, d'accord, il y a une différence entre le peuple juif et Paro. Mais on ne peut pas dire à Paro, comment tu te comportes? C'est marqué dans la Torah. Faut pas exagérer. Déjà, la plaie de Makal Mechorot, elle n'a pas. C'était pas justement parce qu'il avait tué les. Non, la Makad Bechorot, c'est parce qu'il a refusé de renvoyer le peuple juif qui est l'aîné d'Akadosh Baruch Hu. Et il a quand même des lois, Paro. Même en tant que goy, non? Il n'a pas à tuer. Alors, qu'est-ce que c'est en train de dire? Regardez, on va étudier le pasuk. Shalach et Shalach et Taen, Vetabanim Tikarna. Tu renvoies la mer et tu prends les œufs. D'accord? Combien de mitzvot dans ce pasuk? 2 mitzvot. Quelle mitzvah? Renvoyer la mer. Renvoyer la mer et prendre les œufs. prendre les œufs. C'est quoi la mitzvah de renvoyer la mer? Et pas? Comment? Et pas? Non. Faut le laisser. Pas l'envoyer, mais. Non. Et pas la laisser quand tu prends les œufs. Et c'est quoi la mitzvah de prendre les œufs? Et pas? De les tuer. Et pas de les? Et pas de quoi? De les abandonner. Et pas de rien faire avec. D'accord? Ou bien de les tuer, évidemment. Maintenant, je vous pose la question. Quel est le chidouche de la Torah? De pitié. Quel chidouche il y a dans la Torah? Le chidouche, c'est dans la première partie du pasouk ou la deuxième partie du pasouk? Les deux. C'est la première. Pourquoi tu dis la première? Parce que ça montre l'importance de renvoyer la mer, parce que vous pouvez pas être cruel. En fait, finalement, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis de ne pas anéantir le monde. Ça, c'est pas un chidouche. Où c'est que c'est marqué dans la Torah qu'on ne doit pas anéantir le monde? Ah, il dit ça. Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu il l'a mis dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je te mets dans le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra. Je te mets dans le monde, fais attention de le garder. Donc le fait qu'on ne doit pas anéantir des choses dans le monde pour rien, ça c'est pas le chidouche de la Torah. Le chidouche c'est quoi? C'est pas que ne tue pas la mer, ne tue pas les œufs. Ça, il n'y a rien à dire. Pourquoi tu vas tuer la mer ou tuer les œufs? Il n'y a aucune raison. Tu veux manger les œufs, pas de problème. Pour en profiter pour toi, il n'y a pas de problème. Mais prendre les œufs et les écrabouiller pour rien, ça c'est du vandalisme. Le vandalisme, il est permis au goïm? Il est interdit pour tout le monde. Le chidouche de la Torah, c'est quoi? Shalach et Shalach et Taem. Que même quand tu veux toi profiter des œufs, qu'est-ce que tu dois quand même faire? Renvoyer la mer. Qu'est-ce qu'il dit par Akadosh Baruch Hu à Paro? Il lui dit, écoute, moi, dans la Torah, je l'aurais ajouté Shalach et Taem, Vetabanim, Tikarla. Toi, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Merci. Tu as fait le tzaddik. Je fais ce qui est marqué dans la Torah, Shalach et Taem. Mais qu'est-ce que tu as oublié? Tu as oublié le premier étage. Avant d'arriver à l'étage de Shalach et Taem, à savoir d'être miséricordieux sur la mer, il y a un étage qui on va dire, qui est encore plus basique. C'est quoi l'étage le plus basique? Pour les aider. De profiter des œufs. Si tu ne profites pas des œufs stam, tu les anéantis. Mais ça, c'est du vandalisme. Le vandalisme, c'est pas le chidouche de la Torah. Le vandalisme, c'est interdit dans quelle loi? Dans toutes les lois du monde. Non, c'est interdit depuis Adam Arishon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait par vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis une kippa, il est parti voler. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il fait maintenant, il fait ce qu'on dit, il fait comme le cochon. Il présente les sabots pendus et il cache. Et il cache qu'il ne rumine pas. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il dit moi je suis un tzaddik, regarde, j'ai renvoyé. Il y a Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Attention. Tu renvoies, tu fais le beau. Tu as renvoyé de l'esclavage, c'est très bien. Kol hakavod. Tu as écouté ce que je t'ai dit. Je suis venu, je t'ai dit, renvoie mon peuple. Donc tu as écouté, on va dire, l'ordre divin. Mais l'ordre moral de première base, tu l'as oublié. L'ordre moral de première base de ne pas tuer des innocents, ça tu l'as oublié. Alors tu peux pas maintenant venir et me dire, moi,
j'écoute ce que toi tu me dis, j'écoute la parole divine, j'ai renvoyé les Béné Israël, et donc je plaide quoi? Je plaide non coupable, innocent, non. C'est vrai, tu as renvoyé, mais tu as oublié quelque chose de plus basique encore. Le crime, il est encore plus basique que d'accomplir la parole divine. Oui. Ah, mais c'est pas quel est le rapport entre les parents? La Torah n'existait pas, c'est rien du tout du judaïsme. Évidemment. Il n'y avait pas de norme, C'est exactement ce que je viens c'est les d'expliquer. bases, Ce que je viens d'expliquer maintenant, c'est que le chidouche de la Torah, c'est seulement le fait qu'on doit renvoyer la mer. Y a pas, le fait que la Torah dit mange les œufs, c'est pas un chidouche. Le fait de dire mange les œufs et ne fais pas du vandalisme, ça c'est pas le chidouche de la Torah. Ça, c'est la base qui a été. C'est depuis Adam Arishon que c'est comme ça. Ça, c'est dans n'importe quelle société qu'on va te dire. Quelqu'un va venir aujourd'hui dans n'importe quelle société, d'accord? Il y a comment ça s'appelle, des poussins, il y a des mères, enfin il y a un oiseau avec ses œufs, il prend un marteau, il tape les œufs. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans n'importe quelle société, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un barbare. Hein? Barbare! Mais pourquoi tu fais ça? S'il prend les œufs pour les manger et qu'il laisse la mère, on va dire bon, t'es pas très miséricordieux, bon mais tu veux manger. Alors on comprend. Il mange, il y a quelque chose de logique. Mais prendre un marteau et casser les œufs. Mais il dit mais pourquoi? Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit moi, hein? Ah, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit moi j'ai ajouté dans la Torah. Le fait que tu as accompli ce que j'ai ajouté, ça suffit pas. La base de te comporter comme un être normal, d'avoir un minimum de cœur, ça, pas besoin de le dire. Ça c'est logique, ça c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu, lui? Il dit moi je fais comme dans la Torah. À savoir, malgré que tu t'es comporté comme un barbare, etc. D'accord? Alors je te renvoie. Le problème, c'est que celui qui renvoie de Akadosh Baruch Hu, il sait qui se trouve. Ben, il se trouve dans. Mort. Il se trouve. Bon, il n'y a pas d'endroit où Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Donc automatiquement, il est mal fichu. Il se retrouve dans Yamsou. Mais ta fille, je la garde. À savoir, je garde les. On va dire, je garde les œufs. D'accord? En tous les cas, ce que la Torah vient nous dire là, ce que le Midrash vient nous dire, qu'est-ce qu'il vient nous dire en fait le Midrash? De façon très pertinente. Il vient nous dire, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas regarder, voilà, il a écouté un Kadosh Baruch Hu, kol hakavod. Non, non. Il y a des choses de base qui n'ont pas été faites, et ça, il ne faut jamais les oublier. On va dire comme ça, il y a en hébreu une expression qui dit, d'abord tu dois être un homme, et après tu dois être un juif. D'accord? Kodem kol, ben adam. Avant tout, un être humain. Ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Paro, c'est pas pourquoi tu n'es pas comporté comme un juif, c'est pourquoi tu n'es pas comporté comme un être humain. D'accord? Donc le Vaï Béchalach, c'est bien joli, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. D'accord? On a compris ce que nous a fait le Midrash? D'accord? Donc il vient le Midrash, il vient nous répondre à une question, on va dire, qui a priori on aurait pu se dire, Akadosh Baruch Hu, il est injuste. Il cherche la petite bête à Paro. Et la réponse du Midrash, mais pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il exige, on va dire, une moralité de base de tout à chacun. Au-delà, bien sûr, de ce qu'il va exiger du peuple juif dans la Torah. J'ai une question. Oui. Mais la mort des premiers-nés, c'était pas une punition un peu de tous les enfants qu'il a tués? Non. C'est pas la punition des enfants qu'il a tués. C'est écrit ça, c'est expliqué dans la Torah de façon très claire. Quand Akadosh Baruch Hu vient voir Paro, il lui dit si tu ne libères pas mon premier-né, à savoir le peuple juif, je tue ton premier-né. D'accord? Donc c'est pas lié. C'est évidemment aussi une punition sur ce qui a été fait. D'accord? Mais on va dire, ce sont deux choses. Ça c'était pour qu'il libère le peuple juif. Il n'a pas voulu libérer tant qu'il n'a pas été puni à ce niveau-là. D'accord? Mais la punition sur le fait qu'il a tué, sur son immoralité, ça a été dans la coulée de Yam Souf. C'est clair? Très bien. Nous allons maintenant étudier un autre Midrash. Maintenant, je vous préviens tout de suite, la question est une autre question. D'accord? C'est une autre question. Il va falloir réfléchir. Quelle est la question du Midrash? Davar Acher.
Davar acher. Vahi beshalach. Vous savez quoi? Avant d'expliquer le midrash, je vais vous aider quand même, parce que vous aurez une difficulté à comprendre le midrash. Parce que pour comprendre le midrash, il faut une connaissance de base avant. À savoir, il y a une Gemara dans Masechet Megillah. La Gemara dans Masechet Megillah nous dit la chose suivante. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah Vayhi, c'est Megillah dans Daf Yud. Vayhi, Lashon Tsar. Vehaya, Lashon Simcha. Je répète, Vayhi, quand c'est marqué dans la Torah Vayhi, il était une fois, d'accord? C'est Lashon Tsar. Ça veut dire qu'il y a là quelque chose de triste. Vehaya, c'est quelque chose de samer, d'heureux. Par exemple, Vehaya im shamoa tishmeru mitzvotai. Alors Vehaya c'est quoi? C'est heureux. Vahi beshalach paro, c'est triste. D'accord? Maintenant, pourquoi Vehaya et Vahi? Pourquoi Vehaya c'est heureux et Vahi c'est malheureux? Vous avez une idée? D'abord, on peut écrire autrement les choses. Par exemple, regardez, en lieu qu'il soit marqué Vahi beshalach paro, comment on aurait pu écrire? Paro Shalach. Vahi shalach paro. Vahi beshalach paro, on aurait pu écrire Vahi shalach paro. D'accord? Vaya im shamoa tishmeru. Comment on peut écrire? Im shamoa tishmeru. D'accord? Donc a priori, le mot Vahi comme le mot Vaya, ils sont superflus. D'accord? Maintenant, la question, nos sages nous disent, Vahi en fait, c'est pour te dire qu'il y a là quelque chose de triste. Vaya pour te dire qu'il y a quelque chose d'heureux. Pourquoi Vahi c'est triste et Vaya c'est heureux? On peut comprendre ça comme un code, mais quel rapport entre le mot et le code? Avoir Ové. Vahi c'est quoi? C'est Ové. Non, Vahi c'est du passé, Vahi. Vaya c'est du futur. C'est du passé? Oui. Bah oui, Vahi c'est du passé. Avec le Le Hové c'est Hové. Oui, c'est maintenant. Vahi c'est du passé, Vaya c'est du futur. La question c'est dans toutes les parachutes, ils disent ça. C'est par exemple Vahi bimé achashverosh, c'est triste. C'est triste. Parce que le peuple juif était dans une mauvaise affaire. Vahi bimé achashverosh. Vahi bimé Raphaël Melech Shinar. Eh bien, l'autre a été pris en otage. D'accord? Vahi c'est toujours triste. Vaya c'est heureux. Ah, bah celui c'est pas pour lettre par hasard. Bon, je vois que ça va être difficile que vous compreniez parce que vous n'êtes pas encore suffisamment hébraïsant. D'accord? Alors, je vais vous expliquer de façon, on va dire, de façon succincte. L'idée est, on va dire, la chose suivante. Si je dis Vahi beshalach, je ne dis pas Vaishlach. Quelle différence? Vaishlach, Paro a renvoyé. Vahi beshalach, et ce fut quand Paro a renvoyé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alourdi mon texte. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rendu ce passé, on va dire, un passé lourd. C'est quoi un passé lourd? Diabou. Comme si le temps, on va dire, non, c'est pas pour dire il y a eu longtemps. Non, c'est pour dire en fait, le temps, il s'est arrêté, Kilo. C'est-à-dire que le temps était long à ce moment-là. D'accord? Il y a du temps long et du temps court. Comment on perçoit? Comment on le perçoit? C'est subjectif. Quelles sont les choses que le temps il s'arrête pas? Que le temps c'est des minutes éternelles. Hein? Tristesse. Quand on souffre. Quand on souffre, chaque minute, elle prend un temps fou. T'as compris? Chaque minute, elle prend un temps fou. D'accord? Quand on souffre, le temps il passe pas. Et quand on est heureux, ça passe très vite. Donc, si la Torah, elle nous dit « Et ce fut au moment... » C'est-à-dire « Ce fut au moment... » Ouais, il y a quelque chose de triste là. Si le temps à ce moment-là, il s'est... comment ça s'appelle? Il s'est arrêté, c'est qu'il y avait là quelque chose de triste. De l'autre côté, quand tu parles du futur, comment tu veux que les choses soient dans le futur? Bah bien. Bien. Et donc comment tu aurais voulu qu'elle soit aussi? Qu'est-ce que tu aurais voulu dans le principe? Que si les choses sont bien, qu'elles soient longues. Donc quand il y a marqué Ve'aya im shamoa tishmeru, et ce sera quand? Ça veut dire quoi? Tu dis à la vérité, c'est quelque chose d'heureux. Eh ben, je serais bien content qu'ils prennent du temps. Évidemment, toute chose heureuse, après coup, elle s'est passée rapidement.
Mais avant, qu'est-ce qu'on espère? Que ça va être en longueur. Vous avez compris? Donc, Vaï, c'est la chone. Ça, Veaya, la chone, c'est bras. Bon, maintenant que je me suis arrêté là, vas-y, dites-moi la question du Midrash, tout de suite. Tout de suite. C'est pas. C'est la sortie des livres, donc c'est censé être Qu'est-ce que ça veut dire, Vaï Béchalar Paro? A priori, le Paro, il a renvoyé le peuple juif, donc c'est la fête. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vaï. Vaï. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fête ou c'est pas la fête? Vous avez compris la question du Midrash? Mais il savait très bien ce qu'il allait se passer. Qui c'est qui savait très bien? Hachem, quand il a écrit À la ce Torah. niveau-là, c'est Veaya. La vengeance contre les ennemis, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Quand Akadosh Baruch Hu, il punit nos ennemis, on est heureux. On est heureux. On n'a pas le droit, hein. On est heureux. On est heureux. C'est normal. Le fait qu'on soit heureux, on est heureux. On va dire Hallel. On va dire un demi-Hallel. Parce que malgré qu'on est heureux, on doit quand même se rappeler que il s'agit là d'êtres humains et qu'on aurait préféré que plutôt qu'il soit puni, qu'il fasse tchouva. D'accord? Mais le sentiment humain d'être heureux quand les ennemis périssent, c'est normal. D'accord? C'est normal. Donc, Vaï Béchalach, à ce niveau-là, on aurait dû être heureux. Alors, c'est qui est triste? Bon, alors, pour comprendre ça, on va étudier notre Midrash. Davar, Vaï Béchalach, vous n'aurez jamais compris que c'était quoi la question, n'est-ce pas? Il fallait avoir des bases. Vaï Béchalach Paro, et donc Paro a envoyé le peuple juif. Adaouliatif, c'est ce qui est marqué chez la Chayir Pardes et Rimonim. Donc, c'est dans Shir HaShirim. Vous vous rappelez que Shir HaShirim, c'est quoi? Machal. C'est le machal entre qui et qui? Jérémie. C'est le machal entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et voici que le peuple, Akadosh Baruch Hu, donc le jeune homme amoureux de sa, de sa donzelle, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comment il lui parle à sa fiancée? Comment il lui dit? Chez la Chayir Pardes Rimonim. Voici que tu ressembles à comment ça s'appelle? À un verger de grenades. Amar Abilé. De quoi s'agit-il? Machal Echad Shealosh Sadeh. Il y avait quelqu'un qui avait un champ. Vaya Bagal Shetzrorot. Et dans ce champ-là, il y avait un monticule de comment ça s'appelle? De cailloux. Ahmad ou Mechara Lacher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son champ. Ahmad Otoaou Shekna. Alors celui qui a acheté le champ. Et vivre Otoagan. Il a immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépierré son champ. Umatsa Tarta Maim Chaim. Et voici que quand il a enlevé ce monticule de cailloux, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une source d'eau. Netag Efani Masa Shurot Shorot. Alors, il a planté des vignes dans son champ, donc des belles, on va dire des belles rangées de vignes. Nataba Kolmine Bessamim, il a mis dedans des herbes, comme ça s'appelle, des herbes aromatiques. Nataba Rimonim, il a mis dessus, il a planté des grenades. Et Midal Kanim, il a mis des joncs, je sais pas comment c'est en français. Il a créé un système pour que les branches des arbres, elles tombent pas, oui. Elles tombent pas, mais elles soient surélevées. Comment on fait ça? On met des joncs, d'accord? Pour que rentre dans la vigne, d'accord? Dans la vigne, Il y a un bout de bois pour. voilà, des bouts de bois, pas seulement un bout de bois aussi. Au niveau de la tête de la vigne, d'accord? On fait une sorte de filet pour que parce que la vigne c'est un arbre étapès, Grimpant. Qui se recouvre. Plante grimpante. c'est une plante grimpante. Donc pour pas qu'elle tombe, on fait un maillis pour que elle grimpe sur le maillis, mais pas par terre. D'accord? On fait ça quoi? Comment on fait ça? Avec des joncs. Bon, c'est quoi les éléments en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Bana Migdal Betorah, il a mis dedans un petit, on va dire un petit bout de quai, donc un petit Migdal, là où il y a le gardien. C'est la tour. Une petite tour, oui, enfin, c'est pas une tour, il s'agit d'en fait Mirador. une tour de. Un phare.
Non, c'est une tour de garde, mais c'est pas une tour, c'est enfin. Un mirador. Voilà, une petite cabane de garde. Voshi Betorah Shomer, il a mis là-bas un gardien. Kol Mishaya Over, allez Ayam Shapra. Tout celui qui passe à côté, il dit ah, quel beau champ, quel beau verger. Avar Alea Oto Aï Shemechara. Et voici qui passe à côté, celui qui a vendu le champ. Raotam il a vu comme ça, magnifique. Amar Oili Shekar Macharti, Oili Shekar Hotzeti Miadi. Malheur à moi que j'ai vendu. Bon. Car Ayou Israël et Mitzrayim, Gachet Tzorot. Les bénis Israël en Égypte, c'était un monticule de cailloux. Chez Nehemar, Ganaroun, Lachotikala, Ganaroun, Mayan Khartoum. Kevan, chez Yatsou, Nasou, Pardes, Samonim. Quand ils ont été vendus par Paro à Kadosh Borou, ils sont devenus un beau verger. Chez Nehemar, chez la Chaï, Palestinonie. C'est ça l'idée quand, donc on va dire, notre jeune homme, il parle à sa fiancée, il lui dit tu ressembles à un verger. C'est Akadosh Borou qui dit le peuple juif il ressemble à un verger. La Souki Gefenaya, il ressemble à une vigne. Ils ont de l'eau, ils ont un chômeur. Le chômeur c'est qui? C'est Akadosh Borou. Nous lisons la troisième ligne avant la fin là. Tout celui qui voit le peuple juif, il dit qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et qui c'est qui leur fait un vrai shevar, une véritable louange. Bilham Aracha. Voici que les tentes de Jacob elles sont belles, et il y a là-bas des fleuves, et en fait on dit ils sont magnifiques. Bilham Raotan Vetama. Bilham les a vus, il était émerveillé. Par Ora Otam Shurot Shurot Kohanim Leveim et Israélim. Voici que Paro les voit des rangées, Kohen Lévi Israël, Dgalim Dgalim des drapeaux. Itril Tsover, Ve'amar, il a commencé à hurler, à dire Oh lo leotoaï shekach otzi mitachat yado. Malheur à cet homme-là qui a sorti ça de sa main. L'écart des mains, Vaï Béchalar Paro. C'est pour ça que c'est marqué Vaï Béchalar Paro. Je vous écoute. Quelle est la question du Midrash? Là, il dit Vaïe, Béchalar. Pourquoi c'est marqué Vaï? Il y a quelque chose de triste. Réponse. C'est Paro. Paro, il est triste. C'était d'un côté, Paro, il les a renvoyés. De l'autre côté, il est triste. Mais c'est normal qu'il est triste. Pourquoi il est triste? C'était de la main-d'œuvre. Il se rend compte de la valeur du peuple juif. C'était de la main-d'œuvre. C'est ce qui est marqué dans le Midrash? Non, mais bon. C'est pas ce qui est marqué dans le Midrash. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre exactement, c'est qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il nous raconte une parabole, n'est-ce pas? Laquelle parabole? Il y a quelqu'un qui a un champ et quoi? Et il a rendu exceptionnel et. Non, tu as oublié. Non, il a vendu et. Ah, pourquoi il a vendu? Parce qu'il y a Il a rien à faire avec. Il n'y a que des cailloux. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a vu dans ce champ? Des cailloux. Il a vu que des cailloux. Ça veut dire que quand lui, il a regardé son champ, il s'est dit Pas de potentiel. pas de potentiel, rien à extirper de ce champ. Et voici que quoi? Quelqu'un qui a cru. Non, il a vendu. Et celui qui a acheté le champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru dans son champ. Et c'est pas seulement qu'il a cru dans son champ, qu'est-ce qu'il a dit? On va d'abord dépierrer. Ça veut dire que, avant de dire je vois rien, je trouve rien, viens, je vais investir dans mon champ et on verra ce qui va se passer. Et voici qu'il a investi dans son champ, et qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve que dans ce champ, en fait, c'est un champ extraordinaire. Ce champ, en fait, il renferme en lui une bracha extraordinaire, à savoir une source d'eau. Et donc, c'est non seulement un champ, c'est un verger. On peut faire de cette terre-là un verger avec des arbres fruitiers, etc. Quelques temps après, notre cher vendeur passe. Et qu'est-ce qui se dit maintenant? Moi, j'ai Je vendu. regrette. Je regrette. Pourquoi je regrette? J'ai Ça aurait pu être à pas moi. su trouver Ça aurait pu être à moi, c'est vrai. Et encore autre chose. J'ai pas su trouver le. J'ai été bête. Pourquoi j'ai été bête? Pas compris le potentiel qu'il avait. Je me suis attardé à ce que j'ai vu de façon extérieure. J'ai pas creusé, j'ai pas travaillé, j'ai pas cru. Eh ben, j'ai pas cru, j'ai perdu. J'ai perdu. D'accord? Bon, ça c'est le machin. Je vous écoute, le Nimshal. Paro, il a vu le peuple juif, il s'est dit c'est bien, s'il y a beaucoup de gens, on va pouvoir les aider à travailler, c'est main d'œuvre.
Et une fois qu'ils partent, ils auront je pense que Mindframe va c'est la Torah. Et après ça, ils se rendent compte de tout ce que comment le peuple juif aurait pu faire développer son pays à tous les niveaux. Et c'était pas une simple main d'œuvre. C'était beaucoup plus que ça et il s'en est pas rendu compte. C'était beaucoup plus que ça. Ça veut dire quoi? Il s'est pas rendu compte quoi? De la main d'œuvre ou pas de la main d'œuvre? Il s'est rendu compte de la main d'œuvre, mais il s'est pas rendu compte de tout le reste. La sagesse. Ça veut dire quoi? Pour Paro, c'était quoi le peuple juif? Main d'œuvre, les esclaves comme tous les autres. Des cailloux. Des cailloux. Prenez l'exemple, prenez toujours. N'oubliez jamais. Si le Midrash il nous amène une parabole, il faut toujours chercher c'est qui quoi dans la parabole. Donc, Paro, comment lui il a vu le peuple juif? Des cailloux. Il a vu le peuple juif comme un terrain. C'est un terrain, c'est pas des cailloux. Un terrain avec des cailloux. Ça veut dire quoi? Tout à fait, Banane. on va dire insignifiant, banal, rien à tirer. Bon, des esclaves. On va dire c'est quoi les esclaves? La main d'œuvre, on va dire. Pas qu'est-ce qu'on- qualifié. hein, la main d'œuvre, Bidjouk, inqualifiée. Il n'y a pas grand chose à tirer. On tire ce que tu peux tirer. Et on va dire qu'ils disent merci qu'on leur donne à manger pour ce qu'ils travaillent. Et voici que qu'est-ce qui se passe? Comment ils sortent les Bnei Israël? Kohanim, Lévi, Israélim, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Qu'est-ce qu'ils se rendent compte quand ils sortent? Au moment de la sortie, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Et c'est un vrai peuple. C'est un verger. Il s'agit d'un véritable peuple. En fait, avec une histoire, d'accord? Avec des qualités. Et moi, je les ai pris comment? Comme un ramassis de, on va dire, Non, mais bon, comment il a remarqué que maintenant, alors que pendant il y a eu 10 plaies pour qu'il voit que ce peuple il a quelque chose de spécial. oui, chose spéciale, c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas ça. Là, on parle pas de ça. On parle, là, qu'est-ce qu'il est en train de se rendre compte maintenant? Qu'il a fait l'erreur de sa vie. C'est quoi l'erreur de sa vie? C'est l'erreur que tous les gens qui ont renvoyé le peuple juif dans le nom de l'histoire, tout au long de l'histoire du monde, ils ont fait. À savoir, de croire que le peuple juif c'était des cailloux, et quand le peuple juif il est parti d'un endroit ou d'un autre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que qu'est-ce qui est parti? Non, La bracha elle est partie. Vous savez que par exemple en 492, quand Ferdinand et Isabelle ils ont fait l'expulsion d'Espagne, qui c'est qui a ouvert les portes? Les pays arabes. Les pays arabes. Ah, c'était pas les pays arabes à l'époque, c'est ce qu'on appelle c'est l'Empire ottoman. Et qu'est-ce qu'il a dit l'empereur ottoman de l'époque? Il a dit il est fou. Il est fou Ferdinand. Là où il y a les juifs, il y a la bracha. Oublie l'argent, c'est pas que l'argent. La bracha. C'est quoi la bracha? C'est l'eau. Donc cette eau là qui est dans le verger, c'est quoi? C'est la bracha qui va permettre de pousser, de développer, etc. Ferdinand, qu'est-ce qu'il s'est dit? Les juifs, c'est quoi? Ils nous mangent notre. Comment ça s'appelle? Notre. Comment dire? C'est toujours comment ça s'appelle, les antisémites, qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois? Que les juifs, Ils mangent dans notre pain. ouais, ils mangent notre pain. Ils veulent notre salaire. D'accord? Ils mangent notre pain, ils nous exploitent, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et elle a renvoyé. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'Espagne, qui jusqu'à l'époque était une superpuissance, est devenue une super dépuissance. D'accord? Ils ont coulé. Jusqu'à l'époque, c'est une puissance. Ils ont conquéri comme ça s'appelle, les États-Unis, etc. Après, l'Empire ottoman, il a monté. La bracha. Seulement, quand c'est qu'ils se sont rendus compte de ça? Seulement, quand on se rend compte de ça? On les a plus. Quand on les a plus. Quand on les a plus, on se rend compte, aïe! Mais j'ai fait une erreur! Quand ils étaient chez moi, je croyais que c'était quoi? Des cailloux. Et maintenant, je me rends compte que si je les avais respectés et que j'avais cru en eux, alors ils auraient pu être chez moi, comme ce que Yosef, il était en Égypte. Mais ça, on se rend compte que quand? Que quand il part. C'est pour ça que c'est marqué Vaï Béchalar Paro. Vaï Béchalar Paro. Quand il y avait quelque chose de triste, à savoir Paro, il s'est rendu compte de son erreur que quand ils sont partis. Qu'est-ce que ça nous explique maintenant? Pourquoi il veut les reprendre? Pourquoi elle va les reprendre? Finalement, le texte là, quand il commence pour nous dire Vaï Béchalar Paro, et le Midrash, il nous explique en fait qu'est-ce qui a fait en sorte que Paro lui-même, il s'est quand même pris, on va dire, une tannée. 10 fois, il s'est pris des plaies. Il comprend pas que Akadosh Baruch Hu, il protège le peuple juif. Il a toujours pas compris. D'accord? Il y avait quelque chose qu'il a
on va dire qu'il l'a amené à finalement endurcir son cœur malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pour aller essayer de reprendre le peuple juif. C'est quoi ces choses-là? Quand ils ont quitté l'Égypte, ils se sont rendus compte que j'ai fait là une erreur monumentale. Maintenant, l'erreur monumentale a été faite quand? Pas d'être libéré. L'erreur monumentale, c'est quand ils étaient chez moi, j'ai pas compris leur valeur. Oui. Pourquoi quand il a voulu les récupérer, il a voulu les récupérer par la menace, alors qu'il a encore plus ses amis les amadoués parce qu'il était vraiment, apparemment, il était vraiment triste. Alors pourquoi il est venu par là? Très bonne question. Évidemment, lui, il a voulu, on va dire, c'est qu'une demi-tchouva. C'est-à-dire que même si tu vas poser à Ferdinand, tu as fait une erreur, il te dira non, pas du tout. D'accord? L'erreur, on se rend compte que, on va dire qu'il faut une honnêteté intellectuelle pour reconnaître l'erreur. Donc, Paro, il n'a pas reconnu l'erreur de façon intellectuelle, mais finalement, donc ça, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là, pour de vrai? Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur monumentale. D'accord? Je pense que c'est important. C'est important pour nous aussi de façon générale. D'accord? Je pense que ce qu'on apprend c'est ce midrash, c'est très important. Il faut croire dans ce qu'on fait dans la vie. Si tu ne crois pas dans ce que tu fais, si tu ne crois pas dans ton potentiel, à toi ou ceux qui t'entourent, souvent tu vas rater la véritable bracha qui se cache derrière. Vous savez qu'il y a par exemple un bon commerçant, c'est quelqu'un qui croit dans ses produits. S'il ne croit pas dans son produit, il ne peut pas le vendre. Un bon commerçant, il doit croire dans son produit. C'est comme ça. Tu ne crois pas, tu ne peux pas vendre. D'accord? C'est un grand principe de vie. Très bien. C'est un deuxième midrash. On a la force pour un troisième? Et là, un troisième midrash. Davar acher. Vayi beshalach paro. Ada uditi, c'est ce qui est marqué. Nafshen ou ketzipor nimletam mipar yoshim. Notre âme, elle s'est envolée du piège. Machal leyona shaita yoshevet bekina. Voici qu'il y avait donc une colombe qui était dans son nid. Ra'a otanachash ra. Voici, et l'a vu un mauvais serpent. Mevakesh la alot aya mevakesh la alot alea, et il a essayé le serpent donc de l'attaquer, de la manger. Barra imenu la makom acher, elle s'est enfuie, notre chère colombe. Ala v'yashavla bekina, et lui il est venu dans son nid à elle. Nafla esh bekina v'nisraf anachash. Le feu est tombé sur le nid de la colombe et a tué le serpent. Alors, notre cher oiseau, notre chère colombe, elle est partie et s'est installée sur le toit. Mais voici que le nid a été anéanti avec le serpent. Pourquoi tu t'enfuis d'un endroit à un autre? Elle a cherché un nouveau nid qui lui convient. Et elle s'y est installée. Car, de la même manière, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et Paro, donc le serpent, voulait leur faire du mal. Chez Nehemar, et c'est un serpent Paro. Chez Nehemar, il avait à Paro Tanin Agadol. On voit que dans le Navi, dans Yecheskel, Paro est appelé un serpent. Les enfants d'Israël se sont enfuis. Chez Nehemar, Yecherdou Ketzipor Mitzrayim. Mais Kevan Shiatsu Israël Mitzrayim. Et à partir du moment où les Israéliens ont quitté l'Égypte, Nisraf Paro Baesh, Paro a été tué donc dans la mer Rouge. Teshalach Haronecha Yochelemo Kakash. Yashvu Lahem Israël Makom Achem. Les Bnei Israël sont partis dans le désert. Chez Nehemar, avec Ketzipor Boded Dalgal. Vachaka Paro Ketzipor Makom Makom. Et d'un endroit à un autre. Chez Nehemar, Ketzipor Ledet Mikina Kenish Ledet Mikomo. Les Bnei Israël sont partis d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Et quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont trouvé un nid. Et voici que notre chère colombe a trouvé une maison. David Amelech a dit la même chose. Il faut que je trouve un endroit pour Akadosh Baruch Hu. L'écart, Nehemar, Nafshenu, Ketzipa, Nimleta.
C'est pour ça que c'est marqué que notre âme était comme un oiseau. Je vous écoute. Chaque endroit où. Ce qui fait. Quelle est la question du Midrash? C'est écrit Vaï. Pourquoi c'est marqué Vaï? A priori, C'est non. c'est heureux. D'accord, maintenant, c'est qui dit Vaï? Pardon. Non. Ah, Dieu. La colombe. On va dire de façon générale la colombe, donc les Bnei Israël. Pourquoi ils disent Vaï? Ils sont en train de sortir. Parce que là, ils vont bouger d'un endroit à un autre. Ils vont quitter d'un endroit à l'autre. Ça veut dire quoi en fait? Ah, ils sont plus dormis quoi. Ils n'ont pas de maison, très bien. Ils ont pas de l'inconnu, quoi. Ils ont peur de l'inconnu. Ils sont en angoisse. Ils sont dans l'angoisse. Très bien. Regardez. Tout ce que vous dites, c'est ça important juste. Je pense que là, une idée quand même importante à soulever, justement pour nous. Le but, c'est pas de sortir de la France. Comme le but, c'est pas de sortir de l'Égypte. On aurait pu croire, Vaï Béchalar Paro, la fête. Réponse, non, pas la fête. Pourquoi non, pas la fête? C'est Parce que le fait de sortir de l'esclavage, c'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est d'être chez toi. D'être chez toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on s'enfuit de l'esclavage, on est content ou on n'est pas content? On est content. Mais, Vaï, ça veut dire quoi? C'est une joie qui doit être mitigée. Pourquoi? Parce qu'on sait que, qu'est-ce qui nous attend? Rebelote. Tu vas quitter la France, tu vas arriver aux États-Unis. Tu vas quitter les États-Unis, tu vas arriver en Espagne. Tu vas arriver à quitter l'Espagne, ça veut dire que le juif, de façon générale, dans l'histoire, vous savez que les premiers qui ont expulsé les juifs, c'était qui? Français. Non, c'est les deuxièmes. Les premiers, c'était les Anglais. Les Anglais. Ensuite, les Français. Ensuite, les... Espagnol. Non. Les Espagnols. Ensuite, les... Ottoman. Non. Les Russes. C'est tout simple. C'est très très simple. Vous prenez la carte, le globe, Portugais. vous passez de gauche à droite. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, Ashkenaz. Ensuite, jusqu'on arrive en Pologne. En Pologne, c'est 39-45. Pologne jusqu'en Russie. C'est l'histoire du peuple juif. Depuis les années 1300, 1209, c'est quoi 1209? Autodafé du Talmud. Où? À Paris. Paris, la capitale du monde, 1209, autodafé du Talmud. Ils ont brûlé tous les livres de Talmud, de Gemara qu'il y avait à Paris. À ce moment-là, Rabbi Yechiel de Paris, Rabbeinu Yechiel de Paris, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit où? Non. En Allemagne. Il s'enfuit en Allemagne. Il s'enfuit en Allemagne, d'accord? Et c'est là-bas qu'il va enseigner ensuite au Maharam de Rothenburg, qui va être le Rav du Roche, etc., etc. Mais tout, maintenant, c'est quoi en fait? Maintenant, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait d'un endroit à l'autre? Bon, ils ont été expulsés de France. Où c'est qu'ils sont partis? En Allemagne. Ils ont été expulsés d'Allemagne. Où c'est qu'ils sont partis? En Pologne. Et ils ont... C'est quoi ça? C'est ce qui est marqué ici dans le texte. C'est l'histoire du peuple juif. Alors évidemment, quand ils ont quitté la France, ils étaient contents. Bon, au Hachem, on n'a pas été exterminés. Bon, ils sont contents, mais quoi? C'est pas fini encore. C'est pas fini. C'est quand que c'est fini? Quand on arrive en Israël. Quand on arrive en Israël, c'est là que véritablement la joie elle est entière. Et c'est le Pessou qui nous dit ça. Vous vous rendez compte comment nos sages il nous dit ça? Il nous dit ça c'était déjà marqué où? Dans la première Géoula du peuple juif. Ne pas croire que la Géoula c'est quitter l'esclavage. C'est pas ça la Géoula. La Géoula c'est arriver en Eretz Israël. Tant que t'es pas en Eretz Israël, tu es Betultal, tu es comment ça s'appelle? Tu es balancé. Tu es errant. Hein? Errant. Errant d'un endroit à un autre. Est-ce que tu pourras trouver, on va dire, c'est une petite Géoula, à savoir, bon, Rachem, on a laissé que la maison, etc., mais nous, on est sains et saufs. Voilà. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il est marqué Vahi. Alors, vous savez que finalement, la sortie d'Égypte, c'est le prototype de toutes les Géoulottes. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que véritablement, dans toutes les Géoulottes, d'accord, il y a un certain temps qui se passe entre le fait de sortir du joug et
et le fait d'arriver dans notre havre de paix, à savoir notre cher pays d'Eretz Israël. Quelle heure il est, Rabotai? Oui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.